Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Batira Library. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a décidé de ne plus se taire. Une femme qui a refusé de rester à la place qu'on voulait lui imposer. Dans son livre, Les visages de l'audace, elle raconte l'histoire de Rose. Derrière ce personnage, il y a une réalité, celle d'une femme noire confrontée au racisme et aux stéréotypes dans le monde professionnel. Rosine, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci en tout cas pour l'invitation et pour cette présentation qui est très élogieuse. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu vois, c'est une belle entrée en lumière qu'aujourd'hui on va parler de toi, qui tu es, pour que les auditeurs apprennent un petit peu plus à te découvrir. Moi, j'ai ton livre dans les mains, comme on peut le voir, qui s'appelle Les visages de l'audace. Donc désolé, sorry guys si vous ne regardez pas sur YouTube, voilà. Vous pouvez toujours nous regarder sur YouTube. En plus, on s'est mis sur notre 31 que pour vous. Et moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi raconter ton histoire à la troisième personne? Alors, troisième personne, tu veux parler de Rose. Rose, en réalité, c'est pas que moi, en fait, hein. Rose, c'est un peu de moi, effectivement, un peu de toi, mais un peu de nous et de vous. En réalité, ce que je voulais, c'était à travers un parcours authentique, donc c'est-à-dire qu'on parle vraiment de faits réels, je voulais pouvoir inspirer et donner des clés à toutes ces femmes qui souhaitent avancer, mais qui n'osent pas avancer. Et donc, effectivement, par moments, eu des portes qui se fermaient. J'ai pu aussi avoir des grandes questions avec une réponse pas forcément immédiate. Donc, il y a une partie de Rose, mais j'ai aussi observé pas mal de personnes qui aussi avaient des questions, qui se posaient des questions plutôt, et qui n'avaient pas forcément les réponses. Donc, j'y ai mis des histoires qui pourraient inspirer et permettre à ces femmes d'être en mouvement, en réalité. Donc finalement, c'est plutôt pour que chaque femme qui a une rose en elle puisse se reconnaître dans ton livre. Et quand même, une petite question par curiosité, est-ce que rose est une protection, une manière de dire plus la vérité? Alors effectivement, si je dois être très honnête avec toi, c'est que Rose, ça permet de pouvoir parler à visage découvert, sans filtre. Parce qu'en réalité, je considère que si j'avais envie d'inspirer et donner des clés authentiques à toutes ces femmes, il fallait que je le fasse à fond et sans me retenir. Et c'est vrai que Rose m'a permis de parler de sujets qui peuvent être très compliqués, prime abord, notamment, par exemple, de parler de toutes les difficultés liées à ta couleur de peau pour éviter d'être pénalisé ou puni tout simplement parce qu'on a osé parler de sa couleur de peau, osé parler des freins qui pourraient nous permettre d'avoir des portes scellées. Donc oui, effectivement, Rose, c'est pour moi une grosse protection. Ok. Et justement, en parlant de pénalité, moi, je me pose aussi la question, à quel moment as-tu compris que tu ne serais pas perçue comme les autres? Dès mon enfance, en fait, hein, si tu veux, en réalité, je suis née avec la phrase suivante: Rosine, il faudra que tu fasses toujours plus que les autres parce que n'oublie pas que tu es une femme noire. Donc, depuis que j'ai pu comprendre ce que les adultes pouvaient transmettre, vouloir transmettre, on m'a répété et répété cette phrase. Donc, j'ai toujours su que j'étais différente et c'est la manière dont j'ai pris cette différence qui a évolué tout au long de ma vie. Par exemple, l'anecdote qui était sortie de ma tête en plus, hein, je n'y pensais pas et depuis que j'ai évolué, grandi, mûri, c'est vrai que ça a retenti. Mais quand j'étais petite, à l'âge de, on va dire, 7-8 ans, j'étais à l'école élémentaire, un jour, quand mes camarades étaient en récréation, je suis rentrée dans la classe parce qu'effectivement, parfois, je jouais pas avec les uns et les autres parce qu'on m'acceptait pas dans le collectif. Je suis rentrée dans la classe et je me suis mise de la craie blanche sur le visage. Waouh. Donc ça veut dire que c'était, ma couleur de peau, voilà, me posait un problème. J'avoue que quand j'étais petite, même le fait d'avoir fait ça ne m'avait pas plus dérangée que ça et par contre, en grandissant, je me suis dit: «Waouh, la petite fille qui avait, 7-8 ans, elle devait vraiment souffrir pour pouvoir aller jusqu'à se mettre de la craie sur le visage». Donc depuis, je surfe sur une autre vague, hein, mais je me dis quand même qu'on
On aurait dû s'arrêter sur ce qu'elle était en train de vivre et personne ne s'est arrêté sur ça. Au contraire, mes parents m'ont dit que oui, c'est comme ça la réalité, mais il faut que je vive avec ça. Et finalement, la maîtresse, elle est passée à côté de ça très rapidement. Beaucoup de choses à dire dans ce que tu dis. Je pense que la première chose, c'est que c'est bien d'avoir un témoignage une personne noire par rapport à ce qu'elle a pu expérimenter aussi dans son enfance. Parce que c'est vrai que on fait souvent on tire souvent des conclusions trop rapidement. Oui, par exemple, moi, par exemple, j'ai les cheveux bouclés. Oui, vous trouvez de la discrimination? Là, il y en a pas, ça existe pas, c'est pas possible, et cetera. On va vraiment minimiser volontairement ou involontairement des problèmes qui sont là juste parce que la personne en face de nous n'a pas la même réalité. Mais tu vois, le fait de dénoncer ça et même en étant plus grande, on dire: «Mais en fait, c'est pas normal qu'une fille à 8 ans, elle rentre dans sa classe pour se mettre de la craie blanche, sur le visage. OK, certes, ça ne veut pas dire que toutes les personnes noires en France ont vécu ta réalité, mais il n'empêche que ta réalité, elle était là et qu'elle a existé. Donc c'est je dirais pas il y a un fossé, mais c'est vrai qu'il y a un creux finalement, social au niveau de l'acceptation et au niveau de se sentir directement, en fait, à sa place et le fait aussi qu'on te dise: «Bah, c'est comme ça», c'est une sorte de passivité au final, un peu, bah, voilà, c'est la vie. Moi, je déteste cette quand j'ai un problème, je dis: «Oui, bah, c'est la vie». Non, mais d'accord, c'est la vie, mais imagine, il y a 200 ans, on se serait pas battu, par exemple, pour les droits de la femme. On dirait, la femme, elle vote pas, mais c'est la vie. Non, pour moi, c'est passif complètement, donc c'est une sorte de passivité. J'ai remarqué qu'on a pris la A86 directement, c'est même pas retourné. On n'a même pas je crois que c'est l'appel non franchement, moi je vais raconter ça aux éditeurs. Rosine, elle a réussi à avoir un appel téléphonique alors qu'elle était en mode avion. Qui peut mieux faire? Franchement, moi je enfin bref, mais si on pouvait résumer, avec tes propres mots, ton livre, sans trop rentrer dans le détail parce on va y arriver, après dans le podcast, ce serait quoi, finalement le livre là que j'ai entre les mains? Moi, si je peux te faire un résumé, en gros, très rapide, hein. C'est l'histoire d'une femme qui a très longtemps écouté toutes les voix qui étaient dans sa tête, toutes les voix de son entourage qui lui disaient reste dans le cadre, fais attention, n'oublie pas que t'es une femme et en plus t'es noire, donc t'as un boulot, même si t'as des projets, même si t'as des rêves, laisse tomber. Déjà, t'as un petit boulot, tu peux payer tes factures, tu respires, tu t'arrives à poser un pied au sol chaque matin. Donc arrête de vouloir rêver, arrête de vouloir réaliser tes projets. Et en fait, dans ce livre, j'explique qu'à un moment donné, Rose, cette femme, a un déclic et elle se dit, non, j'ai envie de réaliser mes rêves. Ok, peut-être que je vais foirer, mais j'ai envie de pouvoir le faire. J'ai pas envie de, elle a pas envie de se dire, si j'avais su, tu vois, ça c'est, pour moi, c'est des phrases, tu vois, tout à l'heure tu disais, t'aimes pas la fatalité. Moi, j'aime pas du tout quand on se dit, si j'avais su. Il faut vivre chaque instant pour pouvoir, un, upgrader, deux, se réaliser, et trois, pouvoir dire aux autres, parce que moi j'ai des enfants, que c'est possible. Et donc, à travers son parcours, elle montre que oui, il y a des portes qui étaient fermées. Oui, parfois elle est passée par la fenêtre, c'était barricadé. Oui, par le trou de la serrure, il y avait un chewing-gum pour éviter qu'elle passe. Et hop, dès qu'elle pouvait, fla, elle est passée pour pouvoir traverser ces portes, donc ces obstacles. Et elle en a toujours retenu une chose qui était essentielle, c'était quand elle se retournait, elle se disait, ah ouais, on m'a dit que c'était impossible, on m'attendait pas là-bas. Eh bien, j'y suis. Et justement, quand tu m'as dit par la fenêtre, j'ai dit: «Oh non, la fenêtre, par rapport au visage de l'audace, c'est trop de luxe. C'est déjà la première classe». Donc j'ai apprécié le fait que tu prennes, le trou de la serrure avec un chewing-gum, dedans parce que franchement, c'est hyper précis. Moi, je me pose quand même la question, qu'est-ce qui a été finalement le plus difficile pour toi? Donc il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles. Tu as compris que tu n'allais pas être perçue comme les autres dès l'âge de 8 ans. Si on prend par exemple l'exemple que tu nous as cité précédemment, qu'est-ce qui vraiment a été le plus difficile à toi pour vivre? Parce qu'il y a quand même plusieurs années où tu as quand même suivi un schéma, je dirais, classique avec métro, boulot, dodo et je pense qu'à ce moment-là, c'était aussi quelque chose qui te convenait. Oui, bien sûr, tout à fait. Après, comme tu as raison de le souligner, c'est pas la faute des autres, hein, c'est aussi de ma responsabilité. Parce qu'à un moment donné, j'avais des clés pour pouvoir
sortir de ce schéma et j'y suis restée parce que j'y étais aussi, c'était confortable pour moi, hein. Ce qui a été le plus dur, c'est de voir les autres réussir et de me dire, mais moi je pourrais aussi réussir. Et de se dire tout de même que on a le poids de ces héritages, des parents qui se sont battus, des tantes qui ont galéré et que tu veux pas gâcher, tu veux pas les trahir, tu veux pas, voilà, tu veux être respectueuse envers elles. Donc finalement, c'est le fait de pas s'écouter parce que moins je me suis écoutée et plus j'ai sombré. Alors, j'ai sombré, ça fait très dramaturge. Tu fais du rap, mais tu nous as pas dit, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était plus profond. C'est-à-dire que plus je m'oubliais et moins je croyais en moi. Et plus c'était difficile de pouvoir briller. Parce qu'en réalité, moi, ce que je cherche à faire, c'est briller, plus que tout. Et briller de toutes les manières. Briller grâce à mon livre. Donc, effectivement, je veux que mon livre ait un écho. Briller parce que je veux réussir dans ma situation professionnelle, je travaille à mon compte. Briller parce qu'en réalité, je veux plus être celle qui est au fond d'une pièce et qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Parce que très longtemps, j'étais cette femme-là où je pouvais passer sans te mentir, une anecdote encore, c'est quand je partais voir les cousines de mon mari, on passait des journées avec elles, donc une journée en particulière laquelle je me souviens, on était parti avec mon mari voir une cousine du matin jusqu'au soir. J'avais dit au moins 3 ou 4 mots. Les 2 mots principaux, c'était bonjour, au revoir. Et puis après, les 4, ça devait être merci, où sont les toilettes? Parce que justement, je m'interdisais d'être moi. Pourquoi? Parce que j'avais toujours peur de dire une connerie, de pas satisfaire. Je voulais vraiment que mon mari soit fier de moi. Je voulais que les cousines de mon mari soient fières de lui parce qu'il avait choisi la bonne femme. Donc, si tu veux, pendant très longtemps, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, j'ai dit stop. C'est intéressant que tu soulignes ça parce que c'est vrai que quand on te rencontre aujourd'hui, on aurait du mal à imaginer cette version-là de toi et ça peut être aussi encourageant pour certaines personnes qui en sont là aujourd'hui, qui se disent mais voilà, faut écouter ce petit feu intérieur, faut écouter cette petite voix. Moi, j'ai une image directe qui me vient en tête, c'est comme si t'es jeune, tu vas à Disney, bah voilà, tu vois les parents d'autres amis à toi ou des entourages. Si tu rentres dans une boutique Disney, tu vois que certaines personnes peuvent s'acheter une grosse peluche Mimi et toi, t'as même pas les moyens de t'acheter un stylo. Et c'est ça, en fait, tu te dis, non, mais en fait, pourquoi moi, on me demande de rester à ma place? Toi, ta place, estime-toi heureuse déjà d'être à Disney. Et en plus de ça, tu veux t'acheter une peluche Mimi? Non, mais là, c'est le Graal. Mais Faut moi, pas- c'est ça. Mais moi, je l'imagine comme ça. Moi, il y a quand même eu des épisodes marquants dans ton livre qui m'ont marqué. Enfin, ça m'a interpellée. Par contre, par exemple, à un moment, tu racontes que sur le bureau de Rose a été déposée une souris Mm. morte. Alors, fiction ou vérité? Ça, Ah, non, 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 je me suis dit, hein, c'est sûr. non, 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 non. Alors, vraiment, tout ce qui est à l'intérieur de ce livre-là, c'est de la réalité. Je veux savoir, parce que enfin, c'est dur et c'est bien aussi d'exposer ta réalité, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde du travail où on va vraiment, malheureusement, parfois volontairement, involontairement, taire certaines choses, mais il faut aussi dire il y a une réalité, et la réalité, elle est là, c'est de trouver une souris morte, en fait, sur son bureau. Alors, bah, on va spoiler l'histoire, en fait, hein. Il y en a d'autres, hein, je vous Il y en a assure. d'autres, il y en a d'autres. Il y a plus de 155 pages avec des potions magiques qui sont des exercices. Je suis sûre, vous lisez le livre à la fin, vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Non, non, tu as complètement raison. Alors donc là, c'est vraiment une histoire authentique et pour dire vrai, en réalité, ça m'est arrivé. Donc ça, c'est vraiment un parcours de mon histoire professionnelle que je livre. Je livre pour à la base, quand j'en ai parlé, c'était naturel. Ça en est devenu thérapeutique finalement parce que je l'ai posé, donc c'est top. Ça veut dire que c'était pas complètement réglé, que c'était enfoui, donc c'est ressorti. Donc ce livre-là a réussi aussi à permettre, pardon, de ressortir des choses et de les classer définitivement. Donc ça c'est top parce que j'ai l'impression que c'est un cadeau que je fais de parler de cette histoire-là. Donc si tu veux, en réalité, j'ai eu un moment donné de ma vie professionnelle où j'ai soi-disant rêvé grand, où j'ai postulé dans une structure qui était normalement convenable. Et quand je suis arrivée, ça peut arriver. Je suis arrivée sur un poste sur lequel, en fait, je m'attendais pas
à exercer. Donc, je venais pour un poste de coordinatrice et finalement, j'avais un poste d'assistante de direction. Donc, bien évidemment, même si j'étais à l'époque une femme qui ne parlait pas beaucoup, qui allait toujours dans le collectif, qui s'effaçait, qui n'avait pas d'opinion, sur ce coup-là, j'avais envie de dire que j'étais pas venue sur ce poste-là et que je voulais avoir plus de responsabilités. Et donc, on m'a envoyé dans les dents, hein, très naturellement, hein, déjà, estime-toi d'avoir un travail, quoi. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, non, je voulais pas m'estimer seulement d'avoir un travail. Je voulais avoir un travail qui me nourrisse, qui m'enrichisse et qui me permette d'être heureuse quand je rentre chez moi, en fait. Pour moi, c'était quelque chose qui était, voilà, important. Donc, je suis allée plus loin. Et c'est pas dans le livre, donc c'est vraiment voilà, je t'offre la réalité de l'histoire, c'est-à-dire que je suis allée voir des syndicats. Donc, je suis allée voir les syndicats, et pourtant, c'est très rare. Je l'ai fait une fois dans ma vie. C'était à ce Non, mais ils moment. sont aussi là pour ça, hein, il y a pas Ils de sont aussi là pour ça. Je suis allée les voir, sauf que c'était des syndicats qui travaillaient plutôt du côté du patron. Donc, ils sont allés voir le patron pour expliquer que j'étais en train de me plaindre. Ou en tout cas, ils ont fait le point en disant que, voilà, Rosine, elle s'attend à d'autres postes, elle s'ennuie, elle fait que du secrétariat, mais une fois de temps en temps. Et pour être très honnête avec toi, hein, Sandrine, je faisais du secrétariat, mais personnel. C'est-à-dire que je prenais les rendez-vous pour mon directeur général adjoint pour lui permettre d'aller à la chasse. Donc, si tu veux, moi, j'avoue dire, ça m'enrichissait pas du tout. Et Donc, t'avais quoi comme profil à l'époque? à l'époque, j'étais coordinatrice. Il m'avait d'ailleurs débauchée d'une grande école où j'étais responsable d'un pôle commercial. Ah oui, d'accord. Donc, si tu veux, j'étais censée être coordinatrice pour voilà, une structure d'insertion. Et en réalité, voilà, ça peut arriver, peu importe, ça peut arriver. Non, mais Si après, tu me dis ça, mais moi, ça fait 9 ans que je fais du recrutement, tu vois. Donc, ce que tu me dis, ça m'interpelle quand même. Il y a une lecture du CV intelligente qui est faite. Donc, soit ils ont pas bien évalué leur poste en t'accueillant, soit clairement, riz noir sur ton bureau. Ouais, non, en fait, ils ont mal évalué parce que voilà, ils étaient en pleine organisation, réorganisation, organisation, et du coup, c'est vrai que ils n'ont pas forcément évalué, ils n'ont pas bien évalué le poste. En fait, c'est ce que j'ai envie de retenir. Tout état de cause, il s'avère que donc c'était pas normal de ma part d'aller voir les syndicats, de revendiquer un poste qu'on m'a pas donné, d'être impatiente. Et donc, du coup, un matin, je vais au travail et là, je vois une enveloppe sur mon bureau. Et en fait, j'ouvre l'enveloppe comme tout le monde pourrait l'ouvrir de manière instinctive et tout. Et je sens que c'est un peu, tu vois, mou, visqueux. Donc, je tire le truc et là, je vois une souris morte. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû trouver une souris morte au travail. Et en fait, comme j'étais la pestiférée parce que c'était la première fois dans cette structure que quelqu'un osait dire je suis pas d'accord, et en plus face à un directeur général adjoint, on m'a, comme entre eux ils sont solidaires, on m'a donné une petite leçon. Mais moi, j'ai jamais entendu ça de toute ma vie et j'en ai fait des structures et j'ai eu beaucoup de mais c'est incroyable. Je sais, Ouais, on mais est quand même à un niveau, tu me dis avec le sourire, avec aujourd'hui, parce qu'il y a du recul, ouais, mais c'est affreux, il y a pas de fin. Tu peux pas, et admettons encore, il t'aurait eu un comportement qui aurait été déplacé. Là, ce qu'ils font, c'est du bullying, clairement. ouais. Tu vois, on dirait j'ai l'impression que je suis dans un film américain au lycée avec, non mais j'ai jamais entendu ça quoi, Non, mais sincèrement, et c'est pour ça qu'on pourrait croire que c'est une histoire inventée, mais pas du tout en réalité. Et là, je te dis un dixième de ce qui s'est passé, hein. J'ai retrouvé des strings sur ma chaise, tu vois. Après, c'est leur humour qui était un peu gras aussi, je l'accorde. J'avoue que c'était, oui, que c'est, moi aujourd'hui, si ça devait se passer aujourd'hui, je perdrais pas de temps à me battre parce que je me suis battue quand même, hein, tu vois. Je me suis battue pour avoir un poste. Pendant 4 ans, parce que je voulais pas partir. Il était hors de question qu'il m'enlève le peu de confiance que j'avais en moi. Parce que si je partais avec des déceptions, avec toutes ces valises-là, je pense que pour rebondir professionnellement, enfin j'en suis sûre, pour rebondir professionnellement, ça allait être plus compliqué. Et je voulais absolument repartir avec. J'étais sûre, en fait, tu pourrais dire ce que tu veux, j'étais sûre que j'allais sortir de là
avec la plus grande des victoires. J'étais persuadée, tu vois. Donc, je me suis battue et j'ai réussi finalement à avoir un poste, hein, un haut poste. J'ai brillé comme jamais. Mais vraiment, quand je te dis comme jamais, ils étaient tous comme si, en fait, ils pensaient que j'étais pas capable de pouvoir. Donc, j'ai brillé comme jamais. Mais Sandrine, je te jure, le jour où j'étais au summum, où on m'appelait dans les séminaires, dans les réunions, pour que je parle de mes chiffres, que je parle des reportings, tu vois, quand j'étais au summum, je suis allée dans le bureau du Je RH. saurais parce que je connais la suite. Ouais, voilà. Et je lui ai dit non négociable. Donc voilà. Mais bon, pour savoir en détail ce qui s'est passé et pour vous donner des clés, parce que c'est pas par curiosité, hein, c'est pour pouvoir aussi avoir des clés. Comment j'ai fait pour tenir, comment j'ai fait pour pour pas partir en ayant, parce que vous savez, quand on est agressif, quand on y va, on rentre dedans, on trouve toujours le moyen de retourner la chose contre vous. Moi, quand je suis partie, je peux te dire que chacun s'est demandé mais pourquoi je partais. Et aujourd'hui, quand ils voient ce que je suis capable de faire et ce que j'ai fait, je suis tellement contente d'être partie classe en fait. Le meilleur retour de bâton que tu aurais pu obtenir pour toi-même, tu vois, sans même forcément reproduire ce qui t'a été fait, etc. Mais c'est vraiment une leçon, je trouve, de résilience et aussi de résilience stratégique, on va dire. Parce qu'on est Voilà. dans une société où tout, on s'attend à que tout soit rapide, une réponse rapide, éclaircissement rapide, on a du mal à être patient. Au bout de je sais pas combien de temps, tu réponds pas à un message, ça y est, qu'est-ce qu'on aurait fait dans l'époque où, on s'envoyait des lettres? Mais bon bref, ça c'est une digression, mais c'est juste pour dire que on est dans une société où tout doit être vite. Moi la première, bah, tu sais, on apprend moins à se dire: «Patience, patience, Oui, oui. patience, patience, cultive, prends ce que toi tu as à apprendre, cultive tes compétences et après tu verras un jour, bah, tu pourras rendre la monnaie de ta pièce de manière intelligente, sans laisser la joie aux autres d'avoir C'est ça. raison C'est et ça. faire une généralité, oui, parce que Rosine, elle est telle origine, telle couleur, bah, elles sont toutes pareilles, voilà quoi. Et pour toi, justement, comment tu as vécu le fait de retrouver, cette souris, sur ton bureau? Ça représentait quoi à ce moment-là pour toi? Ah non, mais moi, c'était histoire. En fait, je pense, alors ce que je t'ai pas dit, mais que je vais effectivement partager, c'est que je pense qu'à un moment donné, ce qu'ils attendaient, c'était que je parte. Et moi, comme je savais qu'ils voulaient que je parte, moi, je voulais pas partir. C'était pas à eux de me dire de partir, c'est moi qui devais décider quand est-ce que je devais partir. OK. Et donc, je pense que cette souris, c'était une manière de m'intimider. J'avoue que, en plus, j'ai peur des animaux, mais de fou. J'ai peur de tous les animaux qui existent, sauf des chats, parce que voilà, j'ai travaillé sur ça. Ah ouais? Mais attends, moi juste pouce, tu sais que j'ai vu une vidéo hier en plus sur des chats, mais déjà qui je pense qu'ils ont une sorte de maladie, ils sont hyper agressifs, il faut revenir un veto hyper spécialisé. Il y a des gants et tout. Et moi en plus, je me disais: «Ah, j'aime pas trop les chats». Je dis: «Ah, un chat c'est mignon». Et j'ai fermé Instagram, j'ai dit: «Jamais». Mais imagine le chat, toi tu es en train de dormir et tout, il se prend pour le roi lion soudainement, il t'arrache la tu sais, il te scarifie le visage, ça y est, non, 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 enfin bref. Désolée pour cette digression, mais franchement, moi j'ai vu ça hier, tu me parles de chat, je suis encore en trauma de ce que j'ai pu Non, faire. mais t'inquiète, moi j'ai un chat, il est mignon comme tout, franchement, je l'entends pas. Il miaule que quand il a faim, il miaule quand il veut que je descende pour lui donner à manger le matin, mais franchement, c'est un amour. Donc, sois pas catégorique sur tous les chats. Il y a des chats ou des chatons qui t'attendent, hein, et qui attendent que l'amour que tu leur donnes, en fait. Parce qu'en réalité, un chat, bon, on est dans la discrétion, mais un chat, ça donne tellement d'amour, même si c'est un peu un solitaire, un égoïste. En fait, c'est lui qui gère ta vie. Il te dit quand est-ce qu'il veut que tu lui fasses un câlin, quand est-ce qu'il doit manger, et s'il n'a pas envie d'être câliné, Princesse tu le laisses. Treatment en fait, un chat. Non mais je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui ont des chats, donc au pire ils pourront interagir avec nous, en nous donnant leur expérience sur leur chat et parallèlement aussi bah, ton livre. Oui, Mais, oui, mais oui, les deux. on verra ce que l'avenir me réserve. Je préfère les chiens, mais tu sais, voilà, Ouais. tout le monde peut changer d'avis. Tout le monde peut Oui, changer voilà, d'avis. voilà. Sur le coup, effectivement, moi, j'étais pétrifiée en fait. Et il y avait personne autour de moi soit pour, tu vois, refaire me redescendre un petit peu, ou me dire, oui, me dire un petit mot en fait. En réalité, je me suis auto-régulée
tout en disant: «OK, c'est quelqu'un qui te veut du mal», parce que c'est quelqu'un qui me veut du mal, en fait, hein, en gros. J'ai compris tout de suite pourquoi. J'ai même pas cherché midi 14 heures, je savais exactement pourquoi et en fait, une fois que j'ai repris le dessus sur ma peur, en réalité, je me suis dit intérieurement que: «OK, mais là, je rentre dans le game, mais je te jure que je mets mes gants de boxe». Alors sans être violente, mais ça veut dire que je suis prête à affronter parce que là, j'ai vu pour moi, c'était le plus dur, quoi. Tu parlais justement de refuser, de rester, à sa place. Tu as parlé aussi, bah, des attentes, des attentes que nos parents peuvent attendre de nous, surtout si on c'est des personnes qui ont immigré en France et il y a ce truc de sacrifice. Mmh On a mh. sacrifié notre vie pour vous. Mmh. Du coup, c'est sûr qu'il y a des attentes qui sont hautes. Moi, personnellement, je l'ai vécu, mais ça peut être aussi sans forcément être issu de l'immigration. Ça peut être Bien des sûr. schémas familiaux, où il y aura, des attentes. Je sais pas, par exemple, de père en père, vous êtes boulanger sur 8 générations. Il y aura aussi, par exemple, des attentes, assez fortes. Toi, selon toi, quelle était la place qu'on attendait de toi en tant que femme? Alors on attendait, le fait que comme j'étais l'aînée en plus, hein, donc ça rajoutait un petit, des attentes supplémentaires, mais on attendait que je, effectivement, ouvre le chemin. Donc ça, c'est donc donner l'exemple, être exemplaire. Donc ça veut dire le plus du plus du plus. On attendait de moi que je sois une parfaite, future femme pour un mari. Donc, savoir bien faire à manger, savoir, bien s'occuper de son mari. On attendait de moi même parfois, j'ai des souvenirs, d'un père qui me voyait, hôtesse de l'air ou secrétaire avec son petit sac et son petit costume, tu vois? C'est pas tant le métier, mais c'est tant la place, tu vois, qui se projetait voilà, en moi. Donc ça a été une totale déception parce que j'ai rien fait de ce qu'ils m'ont demandé de faire. Mais bon, on attendait de moi que je sois une femme, bien éduquée. Donc ça, par contre, je pense avoir tout, reçu et tout, mis en place pour, voilà, être, une femme, voilà, respectable. On attendait de moi que je puisse, dire oui à tout, tout en étant discrète. N'oublie pas, Rosine, que tu es une femme à la peau noire, donc tu devras toujours faire plus que les autres. J'aime bien les anecdotes, hein, les petites histoires. Par exemple, quand j'avais un 13/20, par exemple, on allait chercher toutes les petits points que j'avais perdus, qui m'éloignaient du 20/20. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était toujours faire plus, ne jamais être moyenne, ne jamais, voilà, il fallait que j'aille chercher la perfection. C'était jamais assez, en fait, ton maximum, il était jamais assez. C'est ça. Dans ton livre, tu vas citer aussi certaines femmes, notamment, Michelle Obama, Oprah Winfrey, Simone de Beauvoir. Pourquoi ces femmes-là précisément? C'est des femmes qui, pour moi, ont quand même ouvert, après on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même, tu vois, tout un artifice, derrière, mais c'est des femmes qui ont ouvert la voie, qui ont montré que c'était possible et pour ça, en fait, chapeau. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je le dis, hein, quand, je suis née en 1978, hein, donc là, voilà, j'ai à peu près, j'ai quoi? J'ai 47 ans, tu vois? Ça devient un peu compliqué, mais bon, je vais accepter l'âge que j'ai. Mais ce que je veux dire par là, à l'époque, j'avais pas réellement je les voyais pas ces rôles modèles. Celles qui pouvaient me dire, «Mais bien sûr que tu peux rêver, mais bien sûr que tu peux être une chef d'entreprise, bien sûr que tu peux parler business». Il y a pas de honte de parler de business. Bien sûr que en réalité tes parents, ils attendent que tu fasses les meilleures écoles et tout, mais si tu as pas envie d'aller, jusqu'au bout, de tes études parce que tu veux, voyager, tu veux faire des choses, vas-y, la vie est courte. Chaque fois que, en fait, une année passe, c'est une année de moins que tu as de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Et ça, personne ne me l'a dit. Et ces femmes-là, elles le disent. Donc, j'avoue que j'avais envie de les citer. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, j'ai sorti mon livre en novembre 2025. On est avril 2026. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que si tu devais me demander quelles sont les femmes qui peuvent m'inspirer, je te dirais qu'elles ont pas de nom et ce sont toutes celles qui osent avancer, même quand on leur met des barrières devant elles, même quand on leur ferme leurs portes, même quand elles ont, des difficultés, elles restent debout, elles se relèvent et elles avancent. C'est ça ces femmes que j'ai envie d'applaudir et que j'ai envie
d'admirer et qui m'inspire. Et comment est née ton entreprise? Mon entreprise, elle est, alors ça, c'est aussi une sacrée histoire, c'est-à-dire qu'avant de vivre, de voir le jour, donc Carrière et Transition est née en octobre 2021. Avant ça, j'avais essayé d'ouvrir avec quelqu'un d'autre parce que justement, j'avais pas cette confiance et pour moi, il me semblait qu'il était important d'être à 2 pour pouvoir créer et en réalité, je me suis menti à moi-même, hein. Parce que, créer une entreprise, c'est une réelle aventure et dans ma donc la deuxième expérience de création d'entreprise, donc pour Carrière et Transition, c'est venu parce que, justement, j'avais envie d'accompagner tous ces publics qui n'ont pas facilement la possibilité d'ouvrir les portes. Donc Carrière et Transition, c'était viser l'excellence pour tous, quel que soit l'endroit d'où tu viens. Donc, mon public prioritaires étaient par exemple des personnes très éloignées de l'emploi, pouvaient accompagner aussi des personnes en situation de handicap, des mères isolées, des femmes victimes de violences. Toutes ces personnes-là qui, à un moment donné, le monde ordinaire de l'entreprise prend un peu plus de temps pour ouvrir ses portes. Donc, moi, je travaillais bien tout ce qui était les parcours, des parcours de retour à l'emploi, des parcours de transition professionnelle, puisque je suis consultante en gestion de carrière, trouver sa voie, trouver une autre voie. Et effectivement, j'ai décidé de faire de la formation. Hyper intéressant. Le parcours entrepreneurial, c'est jamais un long fleuve tranquille. C'est plutôt des tsunamis, plus du calme, puis des tsunamis, puis parfois des ouragans, des averses, et cetera. Comment comment tu as vécu la compréhension de ton entourage, surtout en étant une femme mariée avec des enfants, donc déjà un certain statut social, des cases que tu dois cocher, des rôles que tu dois remplir, des responsabilités auxquelles tu dois répondre et en plus de ça, bah, l'incompréhension de ton entourage puisque tu dis beaucoup dans ton livre, initialement, tu n'avais pas aussi un entourage qui était déjà entrepreneur. C'est ça. Donc, en gros, page 46, voilà, il y a un exercice qui est hyper intéressant, qui est de pouvoir repérer ses haltères. Donc les haltères, c'est toutes les personnes qui vont avoir un impact sur toi, parce que c'est important d'aller vers ceux qui te tirent vers le haut. Je ne dis pas de monter sur une estrade et puis de regarder les gens vers le bas et de dire, toi, t'es du bas peuple, je veux pas, je veux plus que tu sois à côté de moi. Non. C'est-à-dire que tu vis, comme tu l'as dit, être entrepreneur, c'est tu vis des moments donc puissants, des moments challengeants, et il faut que tu sois entouré, mais vraiment c'est vital, d'un réseau qui va pouvoir te donner des repères importants, des ressources très, très intéressantes et très judicieuses et pertinentes pour que tu puisses à chaque fois rebondir, avancer, upgrader. Et donc, j'avoue que moi, dans mon cercle, on va dire proche, on n'est pas dans la culture de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas à mal, parce qu'en réalité, tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'a pas envie aussi d'entreprendre et c'est Pas tous les OK. mêmes rêves, c'est OK. C'est OK. Ceci dit, comme on n'est pas, autour de moi, il n'y a pas forcément des entrepreneurs, ils n'ont pas cette vision d'atteinte d'objectifs, de cette adrénaline aussi, hein, qui te pousse à aller prospecter, à aller networker, parfois de 2, 3, 4 soirs d'affilée, de prioriser ton entreprise parce que c'est du business que tu veux développer. Et parfois, on n'a pas les mêmes jargons, les mêmes mots, le même mood. Et donc, ça peut être difficile. Donc, moi, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est qu'il faut pouvoir communiquer, donc parler de son entreprise voilà, à échelle, on va dire, minime, parce qu'on va pas non plus expliquer ces grandes journées qui peuvent être aussi très épuisantes, mais parler aussi pour démontrer ce qu'on fait et que parfois, même si on est toute la journée à la même place, dans son salon, devant un écran, ben, on travaille. On fait des entretiens, on a des Zooms, on fait de la prospection. Et même si c'est toujours au même endroit, et même si c'est chez nous, c'est du travail. Donc il faut pouvoir aussi transmettre à son entourage qui, lui, va travailler à 9 heures, rentre même à 20 heures, peu importe, dans son domaine salarial et ne pas avoir les mêmes enjeux que nous. Complètement et quand tu es entrepreneur, tu décroches jamais. Suffit juste que, je sais pas, tu es en train de découper tes légumes, tu vas penser à une nouvelle idée. Tu es en train de prendre ta douche, tu dis: «Ah mais j'ai oublié d'envoyer un message à untel, oh là là», enfin, c'est vraiment très dur de couper. Aussi, c'est la passion, en fait, qui l'emporte finalement sur, la difficulté de l'activité. Il te parle aussi de finances.
On projette souvent l'image de quelqu'un de très riche directement en tant qu'entrepreneur. En tout cas, si, voilà, on est d'accord. Mais en tout cas, dès qu'on dit qu'on est entrepreneur et cetera, c'est vrai qu'on peut facilement projeter des personnes qui sont, wealthy, qui ont beaucoup d'argent et cetera, alors que pas du tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on met en lumière des sociétés comme, Kelly Mazzol qui a énormément reçu ou d'autres sociétés, mais on oublie que derrière, il y a au moins 15 ans de galère C'est ça. où elle a commencé dans sa cuisine, seule, avec très peu de moyens et Non, mais c'est clair. En plus, pour te dire, moi, je suis chef d'entreprise, hein, donc pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, je suis chef d'entreprise et donc quand je me présente en tant que chef d'entreprise, effectivement, les personnes pensent que je suis blindé ou que voilà, ça va, tu peux nous inviter au resto, tu vois, ce genre de réflexion. Et en plus de ça, si tu as une maison, en plus, alors là, c'est le bonbon, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des préjugés. D'ailleurs, dans mon livre, c'est que ça. Je traite que des préjugés, hein. Donc, il y a des préjugés et c'est bon aussi de les voir noir sur blanc et de se dire qu'on n'est pas les seuls à subir ça ou en tout cas à entendre ce genre de choses. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on a effectivement deux mondes, le salarial et l'entrepreneuriat, qui finalement peuvent cohabiter, mais avec voilà, comment dirais-je, une vision de l'entrepreneuriat qui peut être fausse parce que on va se référer à des, comme tu l'as dit, hein, à des Kelly Massol à un moment parce qu'elle a galéré dans sa cave avant de pouvoir être aujourd'hui la businesswoman qu'elle est. Et ça, elle n'arrête pas de le rappeler, hein. Et bon, l'être humain ne se souvient que de ce qu'il a envie de se souvenir. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, ce que j'avais envie de te dire par rapport au fait d'entreprendre, et donc c'est vrai qu'il est important en tant qu'entrepreneur de savoir s'entourer et de ne pas avoir peur de s'entourer avec des personnes qui nous ressemblent, à qui on peut partager les mêmes aventures et pas que le mauvais, le bon aussi. Donc ce qu'on dit, et ça, voilà, je le reprends de je sais même pas qui, c'est que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc aujourd'hui, si moi, je veux que mon business fonctionne, je vais aller m'entourer de personnes qui ont envie aussi que leur business fonctionne. Si je reste avec quelqu'un qui est sur un business passion, tu vois bien que ça va être un décalage entre moi qui veux avoir un business pour pouvoir développer, avoir du chiffre d'affaires et être reconnu pour mon expertise. Et il n'y a rien de mal à vouloir ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, tu vas pas être là de la semaine parce que tu as des réunions, tu as des networking. Tu sais, un jour, j'ai croisé une femme que j'accompagnais et qui me disait, voilà, c'est vrai que c'est dur entre l'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Et je dis, bah, je comprends bien, ouais, effectivement, moi, parfois, il y a 3 fois par semaine, je suis dehors, je le vois au visage de mon mari, même si il essaie d'être bienveillant, je vois que, bon, il a besoin de sa petite femme pour faire à manger, qu'il est bien content quand elle est là. C'est la vérité, hein. C'est un schéma que je lui ai donné depuis le début, donc les changements, c'est difficile, mais bon, il fait avec. Donc voilà, et je suis toujours avec lui, ça fait 30 ans que je suis avec lui, 29 ans, je crois, que je suis avec lui. Donc c'est que voilà, il a compris que sa femme aussi avait besoin de ça pour se réaliser. Et elle me disait, et je lui disais, et donc, et toi? Et elle me dit, oui, ben moi, quand je fais des soirées networking, donc, et je préviens mon mari, il me dit, ouais, ben c'est bon, tu vas encore dans tes petites sauteries. Elle souriait, en fait. Moi, ça m'a choqué, en fait. Parce qu'en réalité, ce sont pas des sauteries. Tu es en train de travailler. Tu crois que c'est marrant? Oui, il y a des petits fours de temps en temps, et encore, c'est limité. Oui, tu vas rencontrer des personnes que tu aimes bien ou que tu as déjà vues et tu vas passer un bon moment, mais tu vas travailler pour ton business, en fait, hein. Tu vas travailler, tu y vas pour pouvoir avoir un contrat de signé. Et ça, il faut pas l'oublier. Et on n'a pas le droit de te dire que tu vas dans tes sauteries ou voilà. Tu vois ce que je dis? non, je suis d'accord avec toi. J'apprécie vraiment que tu soulignes qu'il est important de s'entourer des personnes qui vivent la même chose que nous. Parce que généralement, quand on va évoluer dans une partie de notre vie ou qu'on va vivre quelque chose de traumatisant ou de positif, que ce soit le deuil d'un parent, que ce soit l'ouverture d'une entreprise, etc., bah, notre entourage proche peut parfois sentir ce décalage-là avec nous parce qu'ils ne comprennent pas. Mmh. Et
Si tu leur dis, mais tu peux pas leur dire: «Tu comprends pas parce que tu es pas à ma place». Le but, c'est pas une compétition. Qui a la meilleure vie, qui souffle moins, on souffre tous, mais pas de la même manière. On a tous la possibilité d'avoir les opportunités, mais on va pas chercher les mêmes et cetera. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait du bien de lire ça, en se disant: «Bah, effectivement, en fait, faut juste accepter à un moment donné de s'adresser à des personnes qui vivent la même chose que toi, qui ont vécu la même chose que toi et qui peuvent te tirer vers le haut». Après attention, pour avoir des personnes qui nous tirent vers le haut autour de nous, faut aussi nous qu'on soit cette personne qui tire les autres vers le haut. Parce que la monnaie d'échange humaine, qu'elle soit implicite, c'est aussi s'apporter des choses conjointement. Après, bien évidemment, il y a des saisonnalités, il y a des périodes. Il y a des Oui. périodes où on peut tirer, les gens plus vers le haut. Des fois, ben, on va pas avoir la force de le faire. La vie, c'est pas une binarité et juste pour reprendre sur les soirées nettoires et cetera, je peux te dire, hein, j'ai fait le salon du livre il y a pas longtemps. Je me suis pas dit: «Waouh, j'ai passé un excellent week-end, je me suis reposée». Alors là, pas du tout. Je suis rentrée, c'était génial, j'ai rencontré plein de monde, j'ai pu planter des graines, mais c'était pas du tout, des sauteries et pour le coup, il y avait pas de petit four en plus donc bon, ça, mais bon. Voilà, moi j'ai une petite question. Mmh. C'est, comment concilier réalisation personnelle et héritage? Donc réalisation personnelle, c'est ce besoin profond que tu as ancré en toi de t'accomplir, trouver ta foi, ta place, trouver ta place, pardon, en tant que femme, vraiment, répondre à ce feu intérieur que tu as et héritage, bah, déjà culturellement, ouais, culturellement, le fait aussi d'être une femme avec des enfants. J'aimerais bien aussi qu'on souligne ce fait, là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent, enfin, que les femmes font des enfants beaucoup plus tard qu'avant et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi cette crainte de, bah, une fois que je me marie, que j'ai des gosses, je dois uniquement me consacrer à ça et rien d'autre. Donc voilà la question que j'aimerais te poser et tu as plein d'axes de réponse donc bon courage à toi. Merci. En tout cas, c'est riche tes questions parce que ça permet d'aborder plein, plein, plein de choses. En tant que femme, déjà, on part avec le plafond de verre, on est d'accord, hein? On va pas fermer les yeux sur ça. Et on parle aussi sur la falaise de verre. La falaise de verre, c'est quoi? C'est tous les dossiers pourris qu'on va te donner parce que ils ont essayé, ils ont pas réussi, ils ont dit voilà, tu veux manger quelque chose, allez, vas-y, je te le donne. C'est un peu de Elisabeth Borne, tu vois. On lui a donné le dossier pourri et voilà, ben Macron il est toujours là et elle est partie. Bref. Et en plus, elle a perdu confiance en elle parce qu'elle n'a pas réussi, tu vois. Il y a ça. Et en plus, il y a ben, effectivement une mère avec des enfants. On s'attend à ce qu'elle s'occupe de ses enfants. Parce qu'elle a des enfants, elle va pas réaliser ses rêves. Elle va se sacrifier. Ce que je dis, tout simplement, c'est que pour que je sois la meilleure des mères, il faut que je puisse être réalisée complètement. Il faut que je me réalise complètement. Il faut que je puisse me sentir bien à 200%, parce que je veux pas être une mère qui subit ses enfants, qui allez, vas-y, vas-y, va au lit, ou allez, vas-y, vas-y, je m'en fous. Non, je veux être là parce que j'ai envie d'être là. Et pour ce faire, il faut que je me réalise aussi. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi un exemple que je donne à mes enfants. Ok, ils me voient un peu moins. J'en ai 3 en fait, j'ai 3 enfants. Les 2 premiers m'ont vu un peu plus souvent. Le troisième m'a vu un peu moins. Mais pour autant, je suis en train de construire quelque chose qui lui permet de pouvoir avoir un héritage à son tour. Donc c'est hyper important pour moi. Ça, c'est la chose. Et il n'y a plus personne aujourd'hui qui m'interdira d'être celle que je veux être aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ça suffit. On m'a trop étouffé, j'ai trop étouffé. Enfin, après, j'ai ma propre responsabilité aussi. J'ai trop étouffé cette petite fille qui était en moi. Et donc, cette femme qui mûrit, faut la laisser, elle a brisé ses chaînes invisibles, hein, et il faut la laisser vivre l'aventure qu'elle a à vivre pour qu'elle soit d'autant plus aussi impactante, inspirante et qu'elle donne envie à ses filles, à ses cousines, à ses tantes aussi de vouloir faire la même chose. Je vais t'expliquer quelque chose aussi une anecdote encore, une petite histoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite histoire. C'est voilà, je suis sur les réseaux en ce moment et donc un peu même les tantes, elles essayent un petit peu les réseaux sociaux. Elles sont sur peut-être des réseaux plus anciens que ceux que nous on utilise actuellement, mais donc mes publications vont sur les réseaux et donc elles me voient. Et au départ, elles ricanaient toutes.
Ah, je t'ai vu, je t'ai vu sur les réseaux, tu me fais rire, Rosine, tout ça, là, là. Ceci dit, il y en a après quelques temps, elles m'ont dit, waouh, comment tu parles bien, Rosine, j'adore tes interviews. Et elles ont, moi je pensais que ça allait pas être mes clientes, mais elles ont acheté mon livre parce qu'elles ont voulu m'encourager. Tu vois ce que je veux dire? Et elles prennent le temps, point par point, parce que parfois la lecture est un peu plus lente parce qu'elles ont des lunettes pour d'autres choses, tout ça. Elles prennent le temps de lire ce livre. Donc, moi, je dis, ok, c'était difficile, ce poids de l'héritage où il fallait être conventionnel, il fallait répondre à des injonctions, il fallait aussi respecter le combat des unes et des uns. Et maintenant, elles ont compris que mon combat aussi, c'est de pouvoir permettre à ces jeunes filles, à ces cousines, à ces sœurs, de pouvoir aussi passer derrière et même me dépasser finalement, parce elles vont avoir les clés. Je pense même ce que tu dis, c'est hyper intéressant et que ça s'étend au-delà même du sexe féminin, mais aussi des hommes qui peuvent être, ou des non-genrés, whatever, qui peuvent se sentir emprisonnés de cette prison mentale qui va être le poids des attentes que les autres ont sur nous, qui va être un schéma particulier dans lequel ils ont évolué, leur environnement, etc. Et je trouve que ça s'applique aussi, parce que finalement, ton message, c'est de dire que faut écouter cette voix intérieure, faut s'écouter et se donner le moyen, en fait, de réaliser ce qu'on est venu réaliser, finalement. Une autre question, est-ce que l'équilibre, il est possible selon toi? On est en plein dedans, là. Si tu as le conjoint qu'il faut, si tu as la famille qu'il faut. J'espère que monsieur, il va écouter ce podcast, hein, parce que Ah ouais. franchement, c'est mignon, les petits doses de love, là. Non, mais c'est No vrai. pressure, hein, mais moi, Non, non, c'est comme ça, hein. non, non, si c'est vrai, c'est si tu as le conjoint qu'il faut, la famille qu'il faut, les amis qu'il faut aussi, en réalité, c'est possible cet équilibre-là. Parce que moi, quand j'ai passé une bonne journée, même quand elle est, tu vois, challengeante, on va dire, et que voilà, j'ai passé une bonne journée, en réalité, le week-end pour mes enfants, il est au top, tu vois. Quand je développe bien mon entreprise, les vacances, le week-end pour mes enfants, c'est top. Donc même eux, si tu veux, ils poussent. Moi, j'ai un petit, donc il a 9 ans maintenant. Ok. Ruben, spécial dédicace à Ruben. En fait, chaque fois que je lui dis que je vais vendre des livres, c'est lui qui me challenge, il me dit: «T'en as vendu combien, maman?» C'est Et mon quand petit je lui directeur commercial. Ah, bah, on va regarder les KPIs ensemble, tu sais, il met C'est ses ça. lunettes et tout. Et quand je lui dis que et quand c'est des petits chiffres, parce que lui, il a l'impression que, tu vois, et en fait, si tu veux, quand je lui donne des petits chiffres, lui, il a l'impression que c'est trop facile de vendre un livre. Et donc, il me dit: «Que ça, maman?» Je lui dis: «Ah, c'est déjà pas mal, hein, j'ai cru que j'allais pas en vendre, hein». Donc, tu vois? Et ça, c'est beau, quoi. C'est beau, tu vois? En réalité, pour eux, c'est naturel que leur mère, elle ait écrit un livre et qu'elle vende un livre. Moi, mon fils, pourtant, c'est un livre qui Les visages de l'audace, tu vois? Ça parle d'une femme, en fait, hein, tu vois? Mes fils l'ont lu et mon fils, quand il est sorti, il l'a vendu à tous ses potes. Et même moi, je lui ai dit, mais je lui ai dit, Ça, il est déjà là, en fait. bah, c'est ça. Et je lui ai dit, mais ils vont pas le lire. Il a dit, c'est pas grave, ils vont l'acheter par soutien. Je dis, ok, d'accord. Et il y en a qui l'ont lu. Et justement, les visages de l'audace, c'est le nom de ton livre. Qu'est-ce que représente l'audace pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que l'audace pour toi aujourd'hui? L'audace, c'est pouvoir ouvrir les portes quand elles sont fermées à double tour et même barricadées. Même quand il y a un code secret, c'est d'y aller. Attends, on a oublié la serrure avec le petit chewing-gum. C'est J'ai ça. bien aimé ça, je l'ai retenu. Non, quand j'étais au bureau, j'ai attends, tu veux me mettre une serrure avec un chewing-gum? T'inquiète pas, t'as le petit désinfectant, Voilà, c'est ça ça. passe. On y va, donc c'est ça l'audace, c'est d'aller ouvrir toutes ces portes qui sont fermées, c'est de croire en soi quand personne ne croit en toi, c'est de travailler avec ce syndrome de l'imposteur parce qu'il faut pas l'éliminer, il faut cohabiter avec, parce que c'est le syndrome de l'imposteur, à un moment donné, parfois, me permet de me challenger et d'aller beaucoup plus loin que ce que je ne pourrais imaginer. Donc ça, c'est top. L'audace, c'est aussi de se dire que oui, je peux me tromper, mais ce n'est pas grave. Oui, je peux aussi être fatiguée. Donc prendre le temps de se dire, voilà, là, aujourd'hui, stop, on arrête, mais demain, je reprends de plus belle. C'est ça l'audace. Donc pour moi, l'audace, c'est un moteur. L'audace, c'est aussi de se dire que tu m'acceptes pas comme je suis.
je suis pas mauvaise. Donc si tu m'acceptes pas comme je suis, c'est pas grave. Next. Ça aussi, pendant très longtemps, j'ai voulu plaire à tout le monde et m'effacer. L'audace, c'est de se dire que à un moment donné, je suis comme je suis. Effectivement, je suis pas parfaite du tout. Alors loin de là. Mais par contre, en tout cas, je pense ne pas être mauvaise. En fait, je veux du mal à personne. Moi, ce que je veux, c'est réussir. Je veux payer mes factures. Et donc, si t'es pas OK avec ça, ben, laisse-moi continuer, en fait. Eh ben écoute, j'ai un petit jeu pour la fin, bien mérité. Est-ce que tu es prête? Donc je vais te poser une succession de questions où tu auras le choix entre deux injonctions, entre guillemets deux choix, et tu devras répondre très rapidement, donc genre tu as 3 secondes, ce qui va permettre aussi peut-être aux auditeurs de s'identifier un petit peu plus à toi. C'est t'inquiète, il n'y a, y a pas de stress, C'est un je te gros vois déjà challenge pour hésiter. moi. Non, non, c'est un gros challenge pour moi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je pourrais pas faire de commentaires. C'est juste ça. Mais Ah si. oui? Non Ah, mais t'inquiète, je suis assez flexible. Je suis une podcasteuse moderne. ah, Y a pas trop de bien, souci. trop bien. 3.0, tout ce que tu veux, t'en fais pas. Ok. Alors, est-ce que tu es prête? Yes. Jeu final, tu choisis s'intégrer ou s'affirmer? S'affirmer. Sécurité ou liberté? Liberté. Yeah! Silence ou prise de parole? Prise de parole. Là, ça y est, là, j'ai envie de recommencer ma semaine, là. Je suis boostée. Force ou vulnérabilité? Waouh. Donc, force, mais il faut vulnérabilité aussi. Un tout petit peu. Mais je Pourquoi? vais choisir. Allez, vas-y. Tu veux que je choisisse? Non, non, je veux savoir pourquoi, là, ça y est, t'as attisé ma curiosité. Pourquoi un peu de vulnérabilité? Parce qu'en réalité, dans ma transition, à un moment donné, j'ai été, comme je voulais avoir que cette force-là, j'étais une armure. Et du coup, il n'y a aucune émotion qui me traversait. J'étais incapable d'avoir mal, de pleurer, de ressentir l'amour, même la peur, même la tristesse. J'avais tout validé. Et depuis que j'ai repris, depuis que je suis moi, tu vois, il y a un petit peu de vulnérabilité. Il m'arrive parfois, oui, d'avoir cette petite larme parce que je suis fatiguée ou parce que tu m'as touché en plein cœur. Et je trouve que c'est bien aussi. Ouais, je trouve qu'on a tendance à maudire un peu la vulnérabilité. En fait, au contraire, assumer sa vulnérabilité, ça fait notre force. C'est ça. Parce qu'une fois que tu assumes, toi, tes parts de vulnérabilité, personne peut venir appuyer dessus en disant: «Ah, mais je sais». C'est ça. Tu vas dire C'est quoi? ça. Tout à fait. Alors, celle-ci, tu vas me détester, mais s'il te plaît, raccroche pas, reste avec moi. Réussir ou s'accomplir? J'irai s'accomplir parce qu'en réalité, dans l'accomplissement, il y a la réussite. Donc, s'accomplir, pourquoi? Parce qu'en réalité, je pense réellement que lorsque tu vas t'accomplir, ben, en réalité, tu vas être toi. Et c'est merveilleux, en fait. Tu sors de chez toi toujours avec la banane, quoi, tu vois. Regard des autres ou regard sur soi? Regard sur soi. Racine ou évolution? Reste avec moi, me passe pas. Racine ou évolution? Race évolue. Les deux, Vous race. l'avez jamais faite. Non, mais les deux, parce qu'il faut quand même garder ses racines. C'est hyper important de savoir d'où on vient. Et voilà, ça veut dire aussi, enfin, voilà, ça détermine qui tu es. Mais il faut évoluer aussi. Il faut arrêter de rester dans les schémas voilà, on a souffert, nous sommes un peuple qui a beaucoup souffert. Gna, 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 gna. Non, 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 oui, on a souffert, mais il faut qu'on évolue parce que justement, on a souffert et de quoi on se rappelle pour pouvoir être beaucoup plus fort et avancer. Moi, tu vois, mais complètement d'accord. Et moi, je dirais aussi que l'évolution, il n'y a pas d'évolution qui se fait sans racines. Quand tu plantes une plante, bah, les racines apparaissent, mais il y a d'autres feuilles qui éclosent, etc., etc., etc. Trop Et, beau! Génial! ah J'adore! oui, je suis pas si méchante que ça. Non, très bien, merci. Ok, Rosine, on a passé un super moment. En tout cas, moi, j'ai beaucoup Déjà, apprécié. c'est la fin? C'est déjà la fin. Mais par contre, si tu fais un deuxième livre, je te réinvite. Ah, ok, super, alors, avec plaisir, avec plaisir. Ce podcast, il arrive à sa fin. Comment on fait pour te contacter, où on te retrouve? Donc, pour répéter, ce podcast, il sera sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, et en version vidéo complète sur YouTube. Comment on fait toi pour te retrouver? Donc, sur YouTube, je mettrai qu'il faut pour qu'on puisse te recontacter, acheter ton livre, te rediriger vers
vers ta page un petit call to action, as we like. Mais Merci. sinon, moi, je suis auditrice, je te rejoins où, en fait? Je t'écris où? Alors, tu peux me contacter sur Instagram, bassène-rosine. Ensuite, j'ai aussi un compte LinkedIn où tu peux aussi me faire un MP, comme on dit, me demander, je peux même te livrer mon livre dédicacé si tu es en Île-de-France. J'adore rencontrer mes lectrices. Si elle a des petits stickers sans regarder. Ah Franchement, ouais, faut regarder. Non, je vais pas regarder parce que c'est personnel. Mais regarder, c'est pas trop beau. ouais, Enfin, ouais. bref, pas. Désolée Donc, pour cette merci. digression. Donc, je peux le faire, ça. Après, voilà, sur tous les réseaux. Et puis, c'est facile de me joindre, de me suivre. En ce moment, je communique beaucoup. Si je peux me permettre aussi de dire, c'est que je voulais te remercier de m'accorder du temps aussi pour la visibilité, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour les auteurs, pour les chefs d'entreprise, d'être visible. Et à travers donc ton outil, ton podcast, ça permet aussi de rayonner. Merci de m'avoir sélectionné. Merci du temps que tu m'accordes aussi, parce que c'est aussi pour moi thérapeutique. C'est vraiment un super moment, des échanges qui sont pour moi très cool parce que ça nous permet de parler du livre, ça nous permet de parler aussi de ma vision, de moi, d'échanger avec toi. Donc, un grand merci. Et je te souhaite vraiment d'avoir des milliards d'auditeurs sur ton podcast et grâce à ce podcast-là aussi, te permettre de travailler d'autres projets qui te sont chers et qui sont en tête. Ah là là, mais tu veux que je lâche ma petite larmichette là? Non, merci beaucoup, ça me touche et c'est la raison d'être de bâtir à Library. J'aime pas les histoires toutes lisses, toutes faites. J'aime bien aussi mettre en avant des personnes qui n'ont pas de visibilité, des personnes qui viennent de monter leur livre. Je trouve que chaque histoire a le mérite d'être écoutée et surtout, c'est important pour moi de déconstruire les idéaux qu'on a de la lecture. C'est accessible à tout, à tous, on peut lire de tout. Il y a pas des clans parce qu'on a un peu les littéraires qui parfois peuvent juger d'autres types de livres, etc. Donc pour moi, c'est important que chacun, parce que je pense que chacun d'entre nous, quel que soit notre parcours, qu'on ait accompli, entre guillemets, des grandes choses et des plus petites, on a tous quelque chose à s'apporter. C'est en échangeant qu'on grandisse tous ensemble. Et pour moi, c'est vraiment la raison d'être de bâtir à la Library. Je suis très contente et j'espère que ça te permettra d'avoir de la visibilité. Et merci à toi vraiment pour ce temps précieux d'échange. Donc, comme vous le voyez à l'écran, je suis désolée, à un moment donné, les gars, faut que vous allez sur YouTube, vous nous regardez pour que vous voyez le livre, quoi. Mais comme vous le voyez sur l'écran, j'ai ce livre entre ses mains. Et moi, ce que je voudrais dire comme mot de la fin, vraiment, c'est merci Rosine pour cet échange et pour ton courage. Surtout, c'est pas facile de parler de tout ça, même après plusieurs années. Le visage de l'audace est un miroir pour toutes celles qui doutent. Une invitation à ne plus demander la permission d'être soi. Merci d'avoir été avec nous sur Bâtir à la Library et on vous dit à très bientôt. À très bientôt!